Au Centre dramatique de Dijon, effectivement, on fait de la création, c'est notre première mission. Et dans cette nouvelle saison, on va avoir le plaisir d'accueillir tous nos artistes associés, puisqu'il y a 4 équipes associées qui vont créer des spectacles. Et ça va nous être un peu le cœur de cette saison. Et puis, ça a été dit, et c'est très important aussi, le théâtre de Dijon, c'est aussi un lieu de partage de l'art, d'éducation artistique, de transmission de l'art. Je ne vais pas détailler toutes les actions qu'on accomplit, elles sont parfois moins visibles, évidemment, pour les publics que les spectacles qu'on présente, mais elles nous occupent beaucoup, à la fois en termes de temps, mais aussi en termes de réflexion et de pensée. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé, depuis la saison dernière, d'ouvrir la plaquette de saison par le rappel de ce travail et de ces actions. Voilà. Ces préalables étant posés, je vais donc vous raconter un peu cette nouvelle saison et les spectacles qu'on va y présenter. Je vais essayer d'être simple, rapide et efficace. Pour ça, je suis obligé de tourner 50 pages compte tenu de ce que je vous ai dit. Donc on va ouvrir cette saison, effectivement, ça a été dit, par la nouvelle création des 26 000 couverts. Je vais pas passer trop de temps sur la nouvelle création des 26 000 couverts parce qu'il n'y a plus énormément de place, il en reste un petit peu. Donc précipitez-vous à la fin de la présentation, la billetterie sera ouverte pour essayer d'obtenir les dernières places encore disponibles à Dijon. Elles vont commencer à se marchander très cher au marché noir, je pense. Les 26 000 couverts, on les présente plus. C'est une des compagnies de rue, de théâtre de rue les plus importantes de France, qui est implantée ici depuis longtemps et avec laquelle, oui, j'ai la chance d'entretenir une complicité depuis de nombreuses années parce qu'on a aussi travaillé ensemble. Ils nous proposent une nouvelle création, Véro, première reine d'Angleterre. Sur un texte de Gabor Rassov. Gabor Rassov, c'est l'auteur qui avait écrit Jacques et Mylène, si vous vous en souvenez, que j'avais mis en scène avec Philippe Nicole et Ingrid Strelkov il y a quelques années. Je ne vais pas prendre le risque de vous raconter exactement de quoi il retourne, mais disons que les 26 000 renouent avec une tradition du théâtre forain et vont raconter avec cette écriture de Gabor Rassov l'histoire d'une troupe de mélodrames ambulants qui s'installe comme ça pour une soirée, et on va à la fois voir le spectacle qu'il joue et qui raconte l'histoire improbable d'une Véro, reine d'Angleterre, et en même temps on voit vivre la troupe en parallèle du récit porté par la pièce. Voilà. Je ne sais pas s'il faut ajouter, parce que ça risque de déclencher une émeute supplémentaire, qu'un des rôles principaux de la pièce est tenu par Denis Lavant, ce qui va encore déclencher des désirs de public. Ce sera joué à la caserne des 26 000, du 19 au 29 septembre. Mais si jamais vous n'avez pas la chance de le voir là, rassurez-vous, je suis sûr que le spectacle reviendra à Dijon dans les années qui viennent. Voilà. On va ensuite reprendre un spectacle qui a été créé lors de la dernière édition de Théâtre en mai par une de nos artistes associées, Céline Champineau, et qui s'appelle La Bible, vaste entreprise de colonisation d'une planète habitable. Le spectacle a eu, c'est vrai, beaucoup de succès à la dernière édition du festival et nous a beaucoup réjoui. Ça a été un moment extrêmement joyeux. Il va repartir en tournée et donc il va se reprendre ici. C'est aussi ça un lieu de création, c'est aussi ça l'accompagnement des artistes. Donc on le représentera ici pour 3 jours. J'essaye de le raconter, c'est toujours un peu une opération impossible, essayer de raconter les spectacles de Céline Champineau, mais je vais quand même m'y risquer. Elle le raconte comme ça, elle dit 5 scouts d'Europe sortant du caté décident d'interpeller Dieu sur ce qu'il a fait de la planète, en gros, ou plutôt ce qu'il a fait de nous pour que nous fassions de la planète ce que nous en avons fait. Le travail de Céline, qui est extrêmement à la fois poétique et comique, ce qui est quand même pas si fréquent et qui fait la marque de fabrique pour moi de cet artiste, est aussi un travail très occupé par l'état du monde, et vous verrez l'état du monde, l'état physique du monde, l'état de la planète, qui est une des grandes questions qui travaille son œuvre, si je puis dire. Et là, effectivement, dans cette réinterprétation de la Bible, elle pose cette grande question: est-ce que nous sommes sûrs d'être les maîtres et possesseurs de la nature? Et si nous sommes maîtres et possesseurs de la nature, qu'en avons-nous fait de cette nature? Voilà. Si vous ne l'avez pas vu, courez le voir, vraiment. Et si vous l'avez vu, je suis sûr que vous aurez envie d'y retourner. Donc ce sera présenté ici au Parvis Saint-Jean les 4, 5 et 10 octobre. La Bible, la nouvelle création de Céline Champineau. Ensuite, nous allons accueillir la première création de la saison, qui
qui est une création d'un autre de nos artistes associés, Adrien Béal. Adrien Béal et Fanny Descazo, parce qu'ils travaillent en duo maintenant, la compagnie de Théâtre Déplié. On avait présenté déjà deux de leurs spectacles que vous avez peut-être vus, le Pas de Bême, et puis qu'on avait à la fois présenté dans la saison et puis à Théâtre en mai. Et puis on avait présenté aussi un spectacle qui s'appelait Récits des événements futurs. Alors, l'équipe d'Adrien, Adrien et son équipe travaillent d'une façon un peu particulière. Ils font ce qu'on appelle de l'écriture de plateau, mais avec des spectacles justement très écrits, qui ne reposent pas simplement sur de l'improvisation, mais où c'est à partir d'improvisation et de travail avec les acteurs que leurs récits s'inventent. Je dis leurs récits parce qu'il y a une façon très intéressante pour moi chez Adrien Béal de raconter des histoires. Celle-ci, elle est en train de s'écrire, ils sont en répétition, ils sont arrivés aujourd'hui, ils sont en train de finaliser le spectacle, donc je vais vous dire ce que j'en sais pour le moment. L'histoire qu'ils ont décidé de raconter commence avec l'accident d'une femme, un accident un peu mystérieux. Elle tombe dans un supermarché un été et elle tombe dans le coma. Alors il se trouve que cette femme, son métier, c'est d'être la gardienne d'une école. Et donc elle occupe dans cette école une loge où elle habite et où en même temps elle exerce ses fonctions de gardienne. Et autour de cette perte de connaissance, la perte de connaissance de cette femme, vont se nouer énormément de questions et de problèmes. Un premier problème, c'est qu'elle a une sœur qui est emprisonnée et qui va sortir de prison, et elle avait proposé à sa sœur de venir s'installer chez elle. L'autre problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on la remplace? Est-ce qu'on a besoin d'occuper cette fonction? Qu'est-ce qui va se passer dans ce lieu qui était à la fois son habitation et son endroit de travail? Est-ce qu'on peut laisser sa sœur s'y installer? Alors elle a une autre sœur qui vient à la fois pour s'occuper d'elle, puisqu'elle est dans le coma, donc pour venir la voir, et qui ne sait pas elle aussi si elle peut s'installer dans cet endroit. Toute la pièce se passe autour de ce lieu qui devient complètement incertain à partir du moment où cet accident a lieu. Et puis il y a aussi d'autres personnages qui vont graviter, un père d'élève qui vient expliquer que son fils ne veut plus revenir à l'école depuis que cette femme n'est plus là, la directrice de l'école, son mari. Je crois que ce qui est donc une histoire très simple, apparemment très ordinaire, mais dans laquelle petit à petit des gens vont devoir se parler, négocier, essayer de se mettre d'accord, j'allais dire pour stabiliser l'état du monde. Et c'est ça qui intéresse beaucoup à Adrien et son équipe de façon très concrète, c'est comment est-ce que nous faisons pour faire tenir le monde. Ça ne va pas de soi. A priori, est-ce qu'on est sûr de tous habiter le même monde? Est-ce qu'on est sûr que nous voyons tous le monde de la même façon? Est-ce qu'on sait ce que c'est qu'être d'accord? Comment est-ce qu'on fait pour se mettre d'accord? Moi, je pense souvent à ça, je fais un petit détour sur vous, les spectateurs. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde un spectacle, alors, quand on l'aime beaucoup? Est-ce qu'on est sûr d'avoir vu la même chose que la personne qui l'a aussi beaucoup aimé? Est-ce qu'on est sûr d'habiter le même monde? Alors cette question, elle se pose dans la pièce à travers des débats, des discussions où les gens doivent se remettre d'accord, doivent retrouver des espaces d'accord. Et je crois que ce qui est très intéressant dans le théâtre que fait Adrien, c'est qu'il a envie que le spectateur soit partie prenante de cette enquête. C'est-à-dire que jamais le spectateur n'en sait plus ou moins que ceux qui sont sur scène. Et tout d'un coup, c'est l'assistance, le public, vous, qui assistez à ces discussions et à ces débats et qui travaillez d'une certaine manière et réfléchissez avec ceux qui doivent prendre des décisions aussi simples que est-ce qu'on doit donner la clé de cet endroit à n'importe qui? Est-ce que demain, la sœur qui sort de prison peut s'y installer? Est-ce qu'on doit attendre que la femme dans le coma se réveille? Etc., etc. Et comme ça, petit à petit, à travers des choses très, très simples, très ordinaires, très banales, énormément de questions s'ouvrent, énormément de problèmes très simples, très concrets, mais qui ont je trouve des portées de pensée assez formidables, se déploient. Et avec une dimension qui, moi, me fascine beaucoup dans le travail d'Adrien, c'est presque une dimension fantastique, parce que ce moment où le monde arrête d'être stable, où on rentre dans des situations d'instabilité, on pourrait dire aussi des situations de crise, c'est des moments où on ne sait plus bien si la rationalité tient encore et si le réel est toujours consistant. Voilà. Perdu connaissance, ça va se répéter et se créer salle Jacques Fournier. On va le jouer pour une série de représentations. Si vous ne connaissez pas le travail d'Adrien Béal, venez vraiment le découvrir. Et ceux qui ont aimé notamment Récits des événements futurs continueront un voyage avec cette compagnie à travers cette question de savoir... Encore une fois, si nous habitons le même monde, et si nous n'habitons pas le même monde, comment est-ce qu'on va faire pour s'en fabriquer un en commun? Voilà, perdu connaissance. Ah oui, ensuite on va reprendre le jeu de l'amour et du hasard.
Ça a été dit tout à l'heure, c'est un spectacle que j'ai créé la saison dernière avec les 4 jeunes comédiens en contrat de professionnalisation au Centre Dramatique. Vous le savez, le Centre Dramatique est un lieu d'insertion professionnelle. Ça fait 2 fois qu'on accueille pour une durée longue, toute une saison, des jeunes comédiens, avec l'aide de l'État et de la région. Ça aussi, c'est très important de le rappeler. On a monté ensemble la saison dernière le jeu de l'amour et du hasard. On l'a joué ici à Dijon. Et j'avais pas j'avais pas prémédité grand chose, mais il se trouve que le spectacle va se reprendre pour une très longue tournée. Et donc on s'est dit pourquoi pas aussi repasser un peu par Dijon pour les gens qui ne l'auraient pas vu. Je sais pas si je raconte la pièce en 2 secondes. Non, tout le monde la connaît. Moi, je la raconte en 2 secondes. C'est l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune fille qui doivent se marier l'un avec l'autre, et à la fin, ils se marient. Mais ça prend 3 actes. Ça prend 3 actes parce qu'en réalité, la jeune fille a une idée géniale. Elle dit, je vais me déguiser, je vais prendre l'habit de ma soubrette, elle va se déguiser, elle va prendre mon costume. Comme ça, je pourrai observer mon futur sans que lui m'observe. Évidemment, le garçon a eu la même idée. Donc, à la fin, chacun doit épouser celui qu'il devait épouser. Il y a un moment de vertige où on se dit, ah, si on pouvait se marier en dehors de sa classe sociale, et finalement, non. Là comme ailleurs, il n'y a pas de raison que le théâtre fasse croire que les choses peuvent changer comme ça non plus. Bon. On a pris beaucoup de plaisir à monter la pièce l'année dernière. Je crois qu'on est très heureux de la reprendre. Et on va la présenter ici. On l'avait créée, salle Jacques Fournier. Et on va la présenter ici pour une dizaine de représentations au mois de novembre. Ce sera du 6 au 17 novembre, ici même. Il est évident, je dis ça, vous le savez, le Centre Dramatique National est très attentif au public lycéen et étudiant. On répète souvent avec fierté que près de la moitié de notre public a moins de 30 ans. Et c'est vrai qu'en reprenant la pièce à nouveau, c'est aussi à ce public-là que moi je pense. Je l'ai aussi un peu monté en pensant à ces jeunes gens, pas pour les assommer avec des classiques, mais parce que je pense en fait que la culture patrimoniale, ça doit se distribuer le plus largement possible. Parce qu'on peut avoir l'impression parfois que c'est des vieilleries, mais ces vieilleries-là, quand on en est privé, c'est beaucoup moins facile pour s'orienter dans la vie et dans la société, je crois profondément. Voilà, le jeu de l'amour et du hasard. Ensuite, on va, le 8 novembre, on va accueillir en partenariat avec la Minoterie, c'est la Minoterie qui accueille un spectacle d'Estelle Savasta, qui est une jeune autrice et metteuse en scène qu'on a déjà accueillie par le passé et qui fait un travail absolument passionnant. C'est dans le cadre, Christian est là, donc si je dis des bêtises, il me corrigera, mais c'est dans le cadre de la journée que la Minoterie consacre chaque année désormais aux écritures théâtrales en direction de la jeunesse. Et dans ce cadre-là, la Minoterie a décidé d'accueillir un spectacle d'Estelle Savasta et on a été ravis de s'associer à l'opération parce que c'est quelqu'un dont on aime beaucoup le travail. Un spectacle qui s'appelle Lettres jamais écrites et qui a été conçu suivant un protocole tout à fait passionnant. Estelle est allée faire une résidence à Cavaillon, dans un lycée, et elle a demandé à des lycéens d'écrire la lettre qu'ils n'avaient jamais osé écrire. Et donc les lycéens se sont mis à écrire cette lettre et ça a donné des choses tout à fait passionnantes et bouleversantes. Et elle a eu ensuite l'excellente idée, donc elle avait comme ça une vingtaine de lettres, et elle a demandé à une vingtaine d'auteurs de répondre. Alors de se mettre dans la position du destinataire et de répondre à chacun de ces jeunes gens. Et à partir de là, elle a conçu un spectacle qu'on découvrira donc à la Minoterie le 8 novembre. Et le lendemain, il y aura cette journée professionnelle consacrée aux écritures théâtrales destinées à la jeunesse. Ensuite, nous accueillerons un spectacle de Gérard Watkins. Gérard Watkins, c'est un comédien, mais qui est aussi auteur et metteur en scène. C'est un comédien assez connu dans le théâtre public, parce qu'il a joué avec de très grands metteurs en scène. Et il a aussi une activité un peu moins connue d'auteur et de metteur en scène, mais qui est tout à fait passionnante. Et il s'est engagé là dans ce spectacle, scène de violence conjugale, dans l'abord par le théâtre d'une question pas totalement enthousiasmante a priori, qui sont les violences conjugales. Partant de ce constat que vous connaissez peut-être, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint chaque année. Et il a décidé d'opérer une plongée dans cette violence, d'essayer de la regarder, de la comprendre, de comprendre comment elle se construit, comment est-ce qu'elle procède. C'est un sujet d'une immense délicatesse et vous imaginez bien que si le résultat n'avait pas été complètement convaincant, on n'aurait pas invité ce spectacle. C'est assez époustouflant de voir comment est-ce que Gérard Watkins et ses acteurs, qui sont très très bons, vraiment réussi à traiter cette question-là.
Il a travaillé pour ce faire avec, comme il le dit lui-même, les gens qui dans la société civile sont au premier rang, sont au front des services sociaux, notamment. Il a questionné des gens, il a mené une sorte d'enquête, et il a à partir de là bâti l'histoire de deux couples. On va dire un couple populaire, deux jeunes gens, deux vingtenaires, issus de milieux assez précaires, et puis un couple un peu plus âgé, des gens qui ont plutôt 30-35 ans et qui sont d'extraction sociale un peu plus haute, puisque vous savez sans doute que la violence conjugale n'est pas du tout est tout à fait transclasse, quoi. Ça concerne vraiment tout le monde. Et il regarde comme ça comment la mécanique se met en place, qu'est-ce qui se passe, comment ça avance, comment ça travaille. Le spectacle est accompagné par une batteuse, quelqu'un qui joue de la batterie. C'est très beau ce rapport entre la langue, l'écriture et puis cette présence de cette batteuse. C'est pas simplement du théâtre documentaire. Ils ont vraiment réécrit une pièce, une vraie pièce de théâtre. Et je crois qu'il y a besoin de ça, justement, de sublimer les situations ordinaires pour essayer de nous donner quelque chose d'autre à voir et à comprendre. C'est pas simplement générer de la sidération chez ceux qui regardent, c'est leur permettre aussi justement de regarder en face ces situations de violence. Je rajoute juste une anecdote que me racontait Gérard et qui m'a beaucoup troublé. C'est quand il a rencontré des femmes des services sociaux, parce que c'est souvent des femmes qui sont en premier rang pour traiter ces sujets-là. Lui avait dit, sur les deux couples, il y a une femme qui mourra. Les statistiques sont tellement terribles, il y a tellement de mortes dans cette situation que je ne peux pas faire comme si... Et c'est ces femmes qui lui ont dit, s'il vous plaît, ne les faites pas mourir. Ne les faites pas mourir parce qu'il n'y a pas de fatalité. On peut toujours ouvrir une porte, partir, s'en aller, raconter qu'autre chose est possible. Et il a décidé de le faire, et je trouve ça assez exemplaire qu'il ait renoncé à la tragédie, d'une certaine manière, pour esquisser peut-être un autre futur possible. Voilà, scène de violence conjugale, un spectacle vraiment très fort que je vous invite à venir voir. Ce sera ici, au Parvis Saint-Jean, du 27 au 29 novembre. Ensuite, on va accueillir quelqu'un qui travaille en Bourgogne-Franche-Comté, plus précisément en Franche-Comté depuis longtemps, que moi j'ai rencontré quand je travaillais à Belfort, et qui est acteur, auteur, qui s'appelle Mohamed Guelati. C'est quelqu'un qui fait un travail tout à fait remarquable et exemplaire, et je suis vraiment très heureux, très fier d'accueillir son spectacle au Centre Dramatique cette saison. Ça s'appelle L'écrivain public, c'est un solo. Mohamed, lui aussi, est allé faire des enquêtes avec... ces gens qui s'occupent d'écrire pour ceux qui ne peuvent pas écrire, et notamment qui permettent à des gens qui ont des difficultés pour des tas de raisons avec la langue, et notamment la langue administrative, et qui s'occupent pour eux et avec eux de remplir des papiers, etc. Alors, c'est parfois des bénévoles, on a découvert qu'il y avait parfois on pouvait être très légèrement appointé pour ça, mais c'est souvent quand même essentiellement de la militance. Et justement, il a décidé de s'intéresser à cette figure et à travers ce personnage, de raconter des vies. Il a travaillé à la fois sur des cités du nord de la Franche-Comté, parce que je crois qu'il a pas mal travaillé à la fois sur les quartiers de Besançon et puis à Belfort, et puis aussi sur des cités parisiennes, et à la fois d'avoir ces fragments de vie, et puis en même temps accompagné par la méditation de cet homme qui écrit pour ces gens, et qui essaye de réfléchir à là où nous en sommes aujourd'hui dans notre société, Christine l'a rappelé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on est capable de faire, d'accueillir, comment, etc. etc. C'est un spectacle extrêmement simple, mais d'une grande force, d'une grande puissance. Puis Mohamed Guelati, c'est vraiment un acteur tout à fait passionnant. On va le présenter ici, ce sera dans le cadre des Nuits d'Orient. Et on va le jouer au Parvis Saint-Jean du 4 au 7 décembre. L'écrivain public. Ensuite, on va accueillir un spectacle de Julie Berès. Je suis très heureux qu'on accueille Julie Berès cette saison, parce qu'elle est, à ma connaissance, jamais venue à Dijon. Ou alors il y a vraiment très longtemps. Julie Berès, c'est une des metteuses en scène les plus marquantes aujourd'hui, qui fait un travail tout à fait singulier visuellement, très fort visuellement, très plastique, et qui mélange beaucoup de formes artistiques. Ça fait un moment qu'elle traîne ce sujet, ce thème, donc je ne voudrais pas qu'il apparaisse comme simplement un effet des circonstances, mais elle a décidé de travailler sur, on ne sait plus comment dire, l'état de la planète, l'écologie. Et alors elle expliquait qu'au début, elle avait voulu faire une sorte de diagnostic et que ça l'avait tellement déprimée qu'elle avait arrêté. Et qu'elle avait décidé de reprendre totalement son projet à rebours.
Et donc, elle a décidé de partir des enfants. Elle a décidé de partir des enfants et elle a inventé un spectacle en 3 parties. Une première partie, elle est allée interroger des enfants sur leur rapport à la nature, mais aussi à l'ordre, à l'autorité, à ce qu'on les oblige à faire ou à ne pas faire, à ce que c'est qu'obéir, etc. Je le dis parce qu'il y a un autre spectacle d'elle dans la saison. On l'accueille 2 fois cette saison, parce qu'on avait envie de marquer sa présence à Dijon cette année. J'en dirai un mot plus tard, un spectacle qui s'appelle justement Désobéir. Ça, c'est une première partie du spectacle. Et puis, il y a un deuxième temps où elle est partie d'une fable d'un auteur de théâtre, qui est auteur et metteur en scène, qui s'appelle Joël Joanneau, quelqu'un d'important dans l'histoire du théâtre, vraiment, et qui a écrit une fable, un conte inédit, qui s'appelle, je crois, l'île mystérieuse. Enfin, c'est pas tout à fait ça, je vais pas le retrouver là comme ça, et qui est une histoire d'enfant sauvage. Un enfant sauvage élevé par des loups, et la façon dont on va progressivement le domestiquer. Et puis, dans un troisième temps, elle invente un oratorio, autour justement des réflexions, des méditations sur l'état du monde, le changement climatique, etc., etc. Ce qui est important, l'axe qu'elle essaye de tirer, le fil qu'elle essaye de trouver, c'est finalement de revenir au fait que le monde est beau, d'une beauté même un peu stupéfiante, un peu troublante, et que sans doute avons-nous cessé de le voir, et que si nous arrivons à lui faire autant de mal, c'est peut-être aussi parce qu'on a manqué, oublié, perdu sa beauté. Et je trouvais ça très étonnant aujourd'hui pour une artiste, plutôt que de faire un nouveau spectacle de déploration, un nouveau spectacle de plainte, ou à nouveau une élégie sur l'état de notre planète, de revenir à ça, à la question de la beauté, à la question de la beauté du monde, essayer de s'en ressaisir pour aussi trouver des armes nouvelles pour inventer la suite. Voilà, donc Soleil Blanc, ce sera présenté ici. C'est un spectacle qui n'est pas destiné aux enfants particulièrement, mais où les enfants sont les bienvenus. Voilà, absolument, à partir de 10 ans. Donc si vous voulez venir avec vos enfants, ils pourront absolument voir Soleil Blanc de Julie Berès. Ensuite... oui, le rêve de l'Opakine. Alors ça, c'est un projet un peu singulier que je vais mener ici avec les élèves du Conservatoire de Dijon. Alors, il faudra prendre un peu de temps pour raconter, je vais essayer d'être rapide, mais disons que ça fait plusieurs années que le centre dramatique, mais pas seulement le centre dramatique, la minoterie est aussi très impliquée sur ces sujets. On essaye de travailler du mieux qu'on peut avec le Conservatoire pour permettre aux jeunes de pratiquer le théâtre, mais aussi pour préparer, être attentif à ceux qui se posent la question de savoir s'ils n'en feraient pas leur métier. Et donc, ça fait 1 an maintenant qu'il existe à Dijon un cycle pré-professionnel pour des jeunes acteurs qui leur permet notamment de préparer les écoles. On a travaillé avec eux la saison dernière et j'ai eu envie qu'on fasse un spectacle ensemble, voilà, tout simplement. Donc, je leur ai proposé qu'on travaille autour de La Cerisette de Tchekhov, qui est une pièce qui me fascine. Et en même temps, je ne sais pas si je la montrerai un jour, peut-être je la montrerai jamais. En tout cas, là, je vais la monter avec eux. Mais pas toute la pièce, parce qu'elle est très importante. Et puis, j'ai envie de l'adapter en fonction de ce qui se passera entre nous dans les répétitions. C'est pour ça que je me suis permis de changer le titre. L'Opakine, c'est le personnage principal dans La Cerisette. C'est le moujik enrichi, devenu marchand, et qui assiste à l'effondrement de cette famille d'aristocrates prise dans ses dettes et qui ne se décide pas à vendre cette cerisette. Et lui, son rêve, c'est de la racheter, cette cerisette, ce qu'il finira par faire. C'est pour ça qu'on a appelé la pièce Le rêve de l'Opakine. Autre chose que j'ai décidé de faire, c'est aussi de mélanger ces jeunes acteurs débutants, et certains parmi eux peut-être deviendront des acteurs professionnels, de les mélanger avec des acteurs plus chevronnés. Donc j'ai invité Anne Cuisonnier et Emmanuel Vérité, qui sont des complices fidèles et qui ont beaucoup travaillé avec moi depuis de nombreuses années, à les rejoindre et à jouer l'Opakine et Lyubov, personnage un peu plus âgé dans la pièce, et puis on va comme ça essayer d'inventer avec ces jeunes gens un rêve autour de la cerisette. Ce ne sera pas la cerisette vraiment, ce sera autre chose qu'on va inventer ensemble. En tout cas, ça aussi c'est du travail théâtral, puisqu'on disait que l'art c'était du boulot. C'est aussi une façon de travailler. Moi je me réjouis beaucoup de pouvoir remettre des questions en jeu de façon libre, parce que ce spectacle, c'est un scoop, ne sera joué qu'ici, a priori. Seuls les Dijonnais le verront. Bon, sauf si on fait un tabac et qu'on va le jouer à Tokyo. Non, c'est pour rire. Et donc ce sera présenté à la salle Jacques Fournier, parce que c'est là qu'on va répéter et travailler du 15 au 19 janvier. Ensuite, on accueillera la nouvelle création d'Alexis Forestier, qui est aussi un de nos artistes associés, dont la compagnie est implantée en Bourgogne-Franche-Comté, dans
dans le nord du département, à Vénarel-et-Laume, où il a installé une sorte de campement qui s'appelle la Quincaillerie. Si vous ne connaissez pas l'endroit, ils font des concerts l'été, allez voir, c'est tout à fait sidérant. Alexis, il a déjà présenté plusieurs spectacles ici. Ceux qui le connaissent savent qu'il était musicien à l'origine, très lié à la scène punk dans les années 80, proche des Berruriers Noirs, je le dis à chaque fois parce que ça me fait plaisir de dire les Berruriers Noirs. Et donc Alexis, cette fois, revient justement à une forme plus musicale, un spectacle qui va être à la limite du concert. Moi, j'avais vu un spectacle des Endimanchés, c'est le nom de sa compagnie, qui s'appelait Sunday Closes, il y a presque 15 ans, et qui était un de leurs plus beaux spectacles. Moi, j'aime beaucoup Alexis Forestier, les Endimanchés aussi, quand ils reviennent à la musique. Et ils ont donc décidé de faire une sorte de concert-spectacle à partir du cosmisme russe. Alors, Alexis est un spécialiste aussi des avant-gardes étranges dont personne n'a entendu parler. Et aussi de celles dont beaucoup de gens ont entendu parler, parce qu'il avait fait un très beau spectacle ici sur le dadaïsme, sur Dada, qui s'appelait Module Dada. Alors le cosmisme russe, en fait, c'est un mouvement philosophique et quasiment spirituel qui est né en Russie au 19e siècle et qui commençait à rêver déjà au fait qu'un jour l'homme devrait aller dans les étoiles. Et on ne le sait sans doute pas, mais ce mouvement philosophique et aussi artistique, poétique, parce qu'il y a eu des poètes qui rêvaient d'un homme nouveau. Ce mouvement aura des influences sur la révolution russe. Il va être aussi une source d'inspiration pour certains révolutionnaires d'octobre 17. Et il va surtout inspirer, ça c'est beaucoup plus drôle, le programme spatial soviétique. C'est-à-dire que si la Russie a eu cet incroyable programme spatial, c'est pas complètement étranger à ce mouvement philosophique du cosmisme. Et donc Alexis a décidé de repartir de ça, de repartir des textes de ses poètes et de ses auteurs, et aussi de fabriquer des fusées sur scène. Donc il y aura, je pense, je ne sais pas encore, mais une sorte de chantier musical et d'élaboration. Alexis, il est aussi bricoleur et fabricant d'objets. Donc il y aura de la musique, des fusées et un rapport avec la révolution russe. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir ça, surtout si vous ne connaissez pas le travail des Endimanchés. Le spectacle va se répéter, se créer ici le 22 janvier. On le présentera ici au Parvis jusqu'au 26 janvier. Ensuite, on accueillera le dernier spectacle de Frédéric Sontag, qu'on a déjà accueilli plusieurs fois dans Théâtre en Mai, dans la saison, qui est auteur et metteur en scène, et qui est pour moi un grand raconteur d'histoire. Sontag, vraiment. Et là, il fait un spectacle qui s'appelle Beethoven, qui est une sorte de biographie rêvée d'un auteur qui a réellement existé, et qui signait ses romans Beethoven. Il a écrit notamment des espèces de romans, d'aventures, un peu qui sont proches du western, enfin, et dont le Trésor de la Sierra Madre, a été adapté au cinéma par John Huston. Et c'est pour ça qu'on connaît un peu, ce film est célèbre, parce qu'il a été primé aux Oscars à l'époque. Et puis John Huston est un réalisateur fameux, et donc c'est comme ça qu'on connaît un peu Beethoven, mais à part ça, on ne sait pas du tout qui c'était. Parce qu'il a passé sa vie à brouiller complètement son identité. Et donc Frédéric imagine une enquête qui est faite par des journalistes qui essayent de reconstituer la vie de cet homme, Beethoven, et qui font plein d'hypothèses successives. Et qui recroisent... Alors cet homme a fini émigré au Mexique. Alors il se demande si ce n'était pas un écrivain qui aurait été chassé des États-Unis pendant le macartisme. Il y a même l'hypothèse, c'est peut-être Dalton Trumbo. Ou alors, Dalton Trumbo, c'est un scénariste célèbre d'Hollywood qui a été chassé d'Hollywood au moment du macartisme et qui s'est réfugié en Europe et qui a fait un film très célèbre qui s'appelle Johnny Got His Gun, Johnny s'en va en guerre. Enfin bon, donc il y a la figure de Dalton Trumbo, mais il y a aussi Trotsky, parce que Trotsky lui aussi était immigré au Mexique. Alors est-ce que Trotsky aurait écrit des romans d'aventure ? Bon, l'hypothèse se dessine comme ça. Puis il y a Caven, un poète d'origine anglaise, mais qui a travaillé en France, un inspirateur du surréalisme, et qui va disparaître à peu près au moment où Beethoven commence à écrire. Il entremêle comme ça, il fait une sorte d'enquête. C'est absolument passionnant. On s'y perd complètement. Moi, j'avais l'impression, vous savez... je ne sais pas si vous connaissez Corto Maltese, moi je suis un grand lecteur de Corto Maltese. Et Corto Maltese, il n'arrête pas de rencontrer des gens célèbres. C'est un personnage de fiction, mais dans ses aventures, il finit toujours par tomber sur des gens qui ont réellement existé. Et il y a quelque chose comme ça dans le spectacle de Frédéric, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de tomber sur des gens dont on a entendu parler, et sur lesquels on se met à rêver tout d'un coup en se disant mais alors peut-être que tout ça a été lié. Donc il y a vraiment une façon incroyable de raconter une histoire. C'est comme un film, comme un feuilleton.
Et c'est un spectacle vraiment très réussi. Il sera présenté ici dans le cadre des lycéades, c'est-à-dire que c'est aussi autour de ce spectacle qu'on va organiser cet événement qu'on fait tous les ans avec les options théâtre du département, et qui travailleront et qui rencontreront Frédéric, qui viendra aussi leur parler, travailler avec eux, etc. Voilà, Beethoven, ce sera ici du 29 au 31 janvier. Ensuite, on va accueillir la nouvelle création de François Rancillac. François Rancillac, qu'on a déjà accueilli il y a quelques années avec une mise en scène beaucoup plus classique, puisqu'il avait monté la Place Royale de Corneille. Et là, François a commandé une pièce à une jeune autrice qui s'appelle Mariette Navarro, qui est quelqu'un qui commence vraiment à développer son écriture. Je trouve ça assez formidable qu'un metteur en scène chevronné, quand même, comme les Rancillac aujourd'hui, ait eu cette confiance et comme ça donner cet espace à cette jeune autrice. Et il lui a commandé une pièce, il voulait parler de la laïcité. Il ne savait pas très bien de quoi il voulait parler, mais il voulait traiter de ces thèmes. Il était travaillé par ces thèmes en disant je suis comme beaucoup de Français, je suis laïque. Et en même temps, c'est la laïcité, si ça se met à culpabiliser des gens, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et Mariette, sur la foi de cette inspiration, a inventé une histoire qui est très étonnante. Je vous en raconte le début. C'est une femme qui en a assez du religieux. Et ça commence par des anecdotes assez simples, c'est qu'elle en a assez de voir des gens avec des bougies devant des théâtres en disant que la pièce n'a pas le droit de se jouer. Elle en a assez de voir que tout est questionné, soumis, qu'on faut faire attention à plus choquer personne. Enfin, et elle rencontre dans des moments comme ça où elle a été confrontée elle-même à des situations de ce type-là, Civitas qui fait une manifestation devant un théâtre, à des femmes très violentes qui interviennent, qui font des interpellations, souvent seins nus. Ça ressemblerait un peu aux Femen, enfin, une sorte de provocatrice. Et elle se met à chercher ces femmes. Et elle les cherche, elle les traque par Internet. Et elle finit par les trouver. Et ces femmes lui donnent un rendez-vous. Et elle essaie de comprendre. Elle les trouve. Alors c'est compliqué, les rendez-vous sont plus ou moins clandestins. Elle les rencontre, elle essaie de comprendre qui elles sont. Puis en parlant avec elles, certaines commencent à dire qu'elles sont mortes, qu'elles ont été brûlées des siècles avant. Et en fait, elle comprend qu'elle est tombée sur un groupe de sorcières. Et elle va commencer à parler avec ces sorcières. Il y a comme ça une nuit de sabbat, d'une certaine manière, justement sur la question de ce qu'on a le droit de dire ou pas, ce qu'on a le droit de penser ou pas. Qu'est-ce que c'est qu'être hérétique? Un hérétique, étymologiquement, c'est simplement quelqu'un qui ne choisit pas le chemin de tout le monde. Voilà. Et donc, il pose la question simple, quel chemin avons-nous encore le droit de choisir aujourd'hui? C'est un spectacle qui n'est pas créé, qui est en train de s'inventer et se répéter, mais je suis très heureux évidemment de l'accueillir ici, puisque ça fait quand même écho à beaucoup de questions qui se sont posées, qu'on a essayé de poser ici au Centre Dramatique à travers plusieurs spectacles les saisons passées. Voilà, Les Hérétiques, ce sera ici au Parvis Saint-Jean, du 5 au 9 février. Ensuite, on accueillera... Ça, on est très fiers parce que c'est quand même un grand spectacle qu'on fera rentrer dans notre théâtre pas si grand. On va accueillir la dernière création d'Alain Françon, qui a été parrain de Théâtre en mai il y a 2 éditions, et qui crée le Misanthrope de Molière. Alors c'est un événement, alors c'est un peu bizarre, un événement avec Molière, oui, c'est un événement parce que Alain Françon n'a jamais monté Molière. Il a monté beaucoup d'auteurs contemporains, notamment Édouard Bond et Michel Vinavert, Édouard Bond qui l'a quasiment fait connaître en France, et puis Michel Vinavert qui a été un des premiers à monter au tout début des années 70. Et puis il a monté Tchekhov beaucoup, il a monté Goldoni, mais il n'avait jamais monté Molière. Donc c'est quand même un événement de voir un maître de la scène aussi rigoureux, exigeant, et quelqu'un qui, moi, je trouve, est au sommet de son art actuellement, Alain Françon, vraiment. Je suis très, très impatient et très ému de voir ce qu'il va faire avec Molière. Et avec le Misanthrope, il le fait avec sa troupe historique, c'est Gilles Privat qui va jouer le rôle d'Alceste. Mais je crois qu'il y a aussi dans l'équipe... alors je voudrais pas dire de bêtises, oui, il y a Dominique Valadier, Marie Vial, enfin bon, une distribution absolument éblouissante. On est très heureux et très fiers de présenter le Misanthrope de Françon, je vais le dire comme ça, à Dijon du 12 au 16 février. Ensuite, on accueillera un autre très beau et grand spectacle, celui-là que j'ai vu, qui a été créé par ma collègue et camarade du Centre Dramatique de Besançon, Célie Pote.
qui est une grande metteuse en scène et que j'avais pas encore eu la chance et l'occasion d'accueillir alors qu'on est voisins depuis quelques années maintenant. Et elle a créé, pas la saison dernière, mais la saison d'avant, un spectacle à partir d'un très beau roman de Christine Angot qui s'appelle Un amour impossible. Alors on m'a dit qu'il y avait vraiment une sorte de polémique, les anti et les pros Christine Angot. Bon, ça c'est les méfaits de la télévision, arrêtez de regarder la télévision. Enfin, lisez ses livres. Moi en tout cas, je trouve qu'Un amour impossible est un grand livre. C'est un grand livre parce que, vous le savez évidemment, Christine Angot est une femme qui a une histoire très violente, qu'elle a beaucoup racontée dans ses livres, puisqu'elle a été victime d'un inceste à la part de son père, et que elle a hurlé sa douleur livre après livre. Et dans Un amour impossible, elle fait une chose d'un immense courage et d'une grande lucidité, c'est qu'elle regarde cette histoire avec une sorte de froideur, et elle essaye de comprendre aussi quel rôle a joué sa mère dans cette histoire-là. Et donc Un amour impossible, c'était un face-à-face entre la mère et sa fille, et comme une enquête au fond pour comprendre ce qui s'est passé. Et ce que je trouve assez beau, c'est que, sans faire de réductionnisme sociologique, elle comprend aussi que cette histoire, cette violence, c'était aussi une histoire de rapport d'inégalité, c'était aussi une histoire de rapport de classe, parce que pour le dire très vite, son père était un haut fonctionnaire qui n'a jamais épousé sa mère, elle-même petite secrétaire, plus dominée socialement, et qui était sa maîtresse d'occasion, à laquelle il a quand même fait un enfant, et elle finit presque par dire, par comprendre que si elle a été violentée, violée par son père, c'est que c'était aussi pour lui une façon de nier cette deuxième famille, de l'empêcher d'une certaine façon d'exister. Et elle relate ça de façon très, très, très belle, très fine, extrêmement délicate, contrairement à l'image qu'on peut avoir parfois du personnage. C'est une autrice, une écrivaine très délicate, Christine Angot. Et Célie, à partir de ce roman qu'elle a adapté avec Christine Angot, a inventé un duo très très beau, puisque c'est deux très grandes comédiennes, Bulogier, qui joue le rôle de la mère. Alors moi, j'ai l'idée que Bulogier va venir jouer là. Je suis déjà stupéfait, puisque moi, je ne l'ai vu que au cinéma, dans des immenses films. Et Maria de Medeiros, qui est aussi une très grande et belle actrice. Elle a joué dans Pulp Fiction. Enfin, il va y avoir quelqu'un qui a joué avec Tarantino qui va venir là. Enfin, mais bon, ça c'est pour l'anecdote, mais vraiment Célie les a dirigés avec beaucoup de finesse, et c'est un spectacle très, très beau et très, très fort qu'on est très heureux de pouvoir vous présenter. Ce sera ici sur le plateau du Parvis du 6 au 8 mars. Quel enchaînement. Ensuite on va Ensuite on va accueillir la dernière création de Richard Brunel. Richard Brunel est un de mes camarades et collègues, puisqu'il dirige le Centre dramatique de Valence, la Comédie de Valence. C'est un, oui, je trouve, un metteur en scène vraiment important. Et là, il a créé un spectacle qui a été joué à Avignon cet été et qui a déjà rencontré un succès. Enfin, il a fait un tabac, quoi. Tant mieux, on est heureux pour lui, mais ça le méritait vraiment. Il est parti d'un roman d'une femme qui s'appelle Julie Ozuka et qui raconte l'histoire de femmes japonaises qui, à la fin du 19e siècle et au tout début du 20e siècle, sont allées en Amérique rejoindre des hommes japonais qui étaient venus là quelques années avant pour travailler et pour faire des travaux pénibles, des travaux de manutention, etc., etc. Ces hommes, très seuls, décident au bout d'un moment de faire venir des femmes du pays, du Japon, pour fonder des familles, mais sauf qu'ils leur mentent à ces femmes. C'est-à-dire qu'ils leur envoient des photos où c'est pas eux. Ils leur envoient des photos où ils se font, il y a ça dans Lucky Luke, où il y a ça, ils se font photographier avec de faux habits, et ils font croire qu'ils sont chefs d'entreprise, médecins, avocats, et ces femmes, quand elles vont arriver, elles vont découvrir des hommes qui sont métayers, ouvriers, bon. Et elles vont vivre là une vie assez dure et assez pénible. Elles vont avoir des enfants. Ces enfants vont être américains, puisqu'ils sont nés sur le sol américain, et ils sont très désireux de l'être américains, ces enfants. Mais ces enfants, il va leur arriver une chose terrible, c'est qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, après le bombardement de Pearl Harbor, quand les Japonais vont attaquer les États-Unis, préventivement, les États-Unis, persuadés qu'il y a des espions japonais parmi ces gens qui sont là en fait depuis très longtemps, décident de les enfermer préventivement. Et c'est une histoire assez méconnue de l'histoire des États-Unis. C'est Roosevelt qui a fait ça, c'est-à-dire un des présidents les plus progressistes de l'histoire des États-Unis, qui a décidé d'enfermer préventivement une partie de sa population par crainte de ce qu'elle pourrait éventuellement faire. Et donc ces enfants qui ont rêvé d'Amérique et qui ont désiré être américains, ils vont être en camp d'internement pendant
toute la Seconde Guerre mondiale. Et le roman et la pièce s'achèvent par une... Donc ce qu'on voit dans la pièce, c'est toutes ces femmes, c'est le récit porté par ces femmes. Le roman et le spectacle est assez troublant parce que c'est un nous perpétuel. Même si c'est des choses intimes qui sont racontées, il y a une sorte de litanie du nous, 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 nous. Et à la toute fin, il y a une femme seule, qui est jouée par la cantatrice Nathalie Dessay, qui vient et qui raconte simplement la sidération des Américains, en découvrant non pas que c'est ce qui est arrivé à ces gens, parce qu'ils l'ignorent, mais simplement qu'ils ne sont plus là. C'est un spectacle très fort, très beau plastiquement en plus, et qui fait un détour par l'histoire, par des endroits lointains, mais au fond, sans faire l'oiseau de mauvais augure, combien de temps est-ce qu'il faudra attendre pour qu'en Europe on nous explique qu'il va falloir enfermer préventivement une partie de notre population, parce qu'on ne sait pas de quoi elle est capable. Donc c'est un spectacle qui, sans du tout faire semblant de raisonner avec l'actualité immédiate, se saisit de questions qui nous concernent, je crois, au plus haut point. Certaines n'avaient jamais vu la mer, ce sera ici au Parvis, du 13 au 15 mars. Ensuite, on va accueillir la nouvelle création d'un metteur en scène dijonnais, d'une compagnie dijonnaise, la compagnie En Attendant, dirigée par Jean-Philippe Nass. Je suis ravi, parce que c'est la première fois qu'on va accueillir Jean-Philippe depuis que je suis à la direction du Centre Dramatique. Les choses prennent du temps, mais elles finissent par arriver. Et Jean-Philippe qui travaille en direction de la jeunesse, mais pas seulement, travaille aussi résolument sur le front des écritures contemporaines, et il a engagé un compagnonnage avec un auteur qui s'appelle Denis Lachaud. Il lui a commandé une pièce qui s'appelle La Rivière. Le principe de cette commande, c'était de partir d'un conte célèbre qui s'appelle Le joueur de flûte de Hamelin, que vous connaissez tous, vous savez, cette ville infestée par des rats. Donc on fait venir un joueur de flûte qui va débarrasser la ville de ses rats, et puis ensuite on va trahir la promesse qui lui a été faite à ce joueur de flûte, qui se vengera de façon... Pour ceux qui ne connaissent pas la fin, je m'arrête là. Et donc Jean-Philippe voulait à la fois travailler sur ce conte, en même temps il n'avait pas envie de faire un spectacle avec ce conte, donc il a demandé à Denis Lachaud de réfléchir, de rêver à partir de ça. Et ils ont inventé ensemble une histoire, l'histoire de trois frères. C'est pas les trois sœurs, c'est les trois frères, qui sont en train de vider une maison d'enfance. On ne sait pas exactement pourquoi, mais vidant cette maison d'enfance, peut-être après un décès, un déménagement, ils retombent sur des bribes de leur passé, de leurs histoires, et ils retombent sur ce conte qui leur a été lu quand ils étaient petits, et à partir de là, justement, ils vont commencer à se poser des questions sur la fidélité à la parole donnée, la trahison, ce que l'histoire a fait de nous, qu'ont fait de nous les histoires qu'on nous racontait quand on était plus jeune. Et il y a toute une méditation au fond sur ce qu'on reçoit, ce qu'on transmet et ce qu'on partage, qui se déploie à travers la pièce de Denis Lachaud. Le spectacle, on va le présenter à la salle Jacques Fournier. Ce sera du 19 au 23 mars. Voilà. Ensuite, on va accueillir avec l'Opéra de Dijon. C'est l'Opéra de Dijon qui va accueillir, et on est ravis de s'associer à eux, la dernière création de Jan Lauwers. Alors Jan Lauwers fait partie de ces metteurs en scène européens très importants qui ont un peu révolutionné les formes, je ne vais même pas dire théâtrales, parce que c'est des gens qui, comme Alain Platel, mais comme d'autres, travaillent à la frontière de plusieurs disciplines. Il y a un certain nombre d'années, La Chambre d'Isabella, qui est un spectacle fameux d'Jan Lauwers, avait été présenté ici à Dijon, au Grand Théâtre. Et donc on est très heureux que l'aventure se poursuive et de pouvoir accueillir Guerre et Térébenthine. Guerre et Térébenthine, c'est l'adaptation par Jan Lauwers d'un roman qui raconte l'histoire le romancier qui est un ami de Lauwers, Stefan Hertmans, qui est un romancier fameux aux Pays-Bas. Et il a raconté l'histoire de son grand-père, soldat de la guerre de 14 et qui était en même temps peintre. D'où le titre Guerre et Térébenthine. Et à partir de ce roman fleuve qui raconte une vie au fond, Lauwers invente un spectacle qui mêle les arts. Il y a du théâtre, il y a un récit qui est porté par
sa comédienne fétiche, je vais écorcher son nom, mais Vivienne de Minck, je pense que ça se dit. Mais il y a aussi de la musique, puisqu'il y a un trio baroque qui est là sur scène avec les acteurs, de la chorégraphie. Enfin, c'est cet art total qui nous vient beaucoup de Belgique et des Pays-Bas, et qu'on a découvert à la fin du siècle dernier, on va dire, qu'on va pouvoir retrouver là au Grand Théâtre. Et donc c'est en partenariat avec l'opéra. Ce sera les 4 et 5 avril. Si vous n'avez jamais vu Jan Lowers, précipitez-vous. Et enfin, on va finir la saison par un diptyque. On a décidé de proposer 2 spectacles en vis-à-vis. On aime bien faire ça, on avait envie de faire ça, de faire que des œuvres et des artistes se rencontrent et se répondent. Et donc, on accueille 2 spectacles. Un spectacle d'une jeune, pas jeune en fait, en l'occurrence, puisqu'elle a mon âge, mais d'une comédienne et autrice qui s'appelle Mounia Raoui. Et en vis-à-vis, on va accueillir un autre spectacle de Julie Berès qui s'appelle Désobéir. Enfin, son titre précis, je vais vous expliquer pourquoi, c'est Pièce d'actualité numéro 9, Désobéir. On a voulu mettre en regard ces 2 spectacles parce que l'un comme l'autre pose une question assez simple. Comment s'inventer une vie en France quand on est une petite Française avec un nom pas totalement sous chien, comme on dit, parce que c'est vos parents, vos arrière-grands-parents qui sont venus s'installer là, notamment venant d'Afrique du Nord. Qu'est-ce qu'on devient? Comment est-ce qu'on est français, pas français? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on s'invente une vie entre la façon dont on est regardé, ce que votre famille attend de vous, etc. etc. Mounia Raoui, qui a été élève au TNS, au Théâtre National de Strasbourg, élève comédienne, raconte dans ce texte qu'elle a écrit, qui s'appelle « Le dernier jour où j'étais petite », ce que c'est d'être une actrice beurre, comme on dit. Comment est-ce qu'on arrive à dire qu'on veut faire du théâtre? Comment est-ce qu'on arrive à le dire à sa famille? Et elle a fait un récit absolument subtil et extrêmement fin pour raconter sa propre histoire, qu'elle joue. Elle-même, elle a été accompagnée pour la mise en scène par quelqu'un qu'on connaît bien ici, qu'on aime bien, qui est Jean-Yves Ruff, qui est venu présenter plusieurs spectacles au Centre Dramatique et à l'Opéra. D'ailleurs, je crois qu'il présente un opéra cette saison à l'Opéra de Dijon, Jean-Yves. Et il a accompagné Mounia Raoui pour qu'elle puisse dire et jouer son propre texte. C'est à la fois un témoignage, mais c'est une vraie écriture théâtrale et qui permet de comprendre ce que c'était que de vouloir faire du théâtre quand on était une jeune Française d'origine maghrébine au début des années 90. Et de son côté, Julie Berès, elle a travaillé à Aubervilliers, au Centre Dramatique d'Aubervilliers, dirigé par Marie-Josée Malice, qui est un lieu avec lequel on a un certain nombre de liens et de contacts. Et depuis qu'elle dirige le Centre Dramatique, Marie-Josée Malice a lancé une série de travaux qui s'appelle les pièces d'actualité, où elle invite des artistes à regarder Aubervilliers et à travailler sur la situation de la ville d'Aubervilliers, qui, vous le savez peut-être, est une des villes les plus pauvres de France, et qui est dans une situation sociale et économique absolument critique. Mais en même temps, c'est aussi une ville magnifique, parce que c'est la ville de Jacques Ralit. Donc, pour les gens de culture, ça reste un phare allumé dans la nuit. Désobéir, c'est une enquête qu'a menée Julie Berès en compagnie de Kevin Keiss, que vous connaissez sans doute parce que c'est le dramaturge de Maëlle Poésie. Vous voyez que tout ça se fait en famille. Julie et Kevin Keiss ont mené une enquête auprès de jeunes filles pour leur demander comment est-ce qu'elles s'en sortaient de leur vie aujourd'hui en France, comment est-ce qu'elles rusaient ou pas avec les injonctions souvent très contradictoires qu'elles pouvaient recevoir de la famille qui les oblige à faire certaines choses, de la société qui les empêche de faire ces mêmes choses, par exemple se mettre un tissu sur la tête. Et elle a essayé de comprendre, et elle a découvert surtout, ce qui est assez magnifique, la grande liberté et la grande émancipation déjà là de ces jeunes filles qu'on nous présente si souvent comme aliénées, soumises, etc., etc. Et elle a créé cette pièce absolument décapante qui s'appelle Désobéir et qui est interprétée par des comédiennes bluffantes, vraiment, avec une espèce d'énergie incroyable. Et on avait très envie de montrer ces 2 objets en même temps, de les confronter, de pouvoir vous faire voyager de l'un à l'autre. Donc il y a la possibilité c'est pas des spectacles extrêmement longs, donc vous pouvez tout à fait les voir dans la même soirée. Désobéir se jouera ici, sur le plateau du Parvis, et le dernier jour où j'étais petite.
j'écorche pas le dernier jour où j'étais petite, de Mounia Raoui sera présenté, salle Jacques Fournier. Voilà, ce sera le dernier spectacle de la saison. Ensuite, on rentrera dans Théâtre en mai. C'est l'anniversaire cette année, c'est la 30e édition du Festival Théâtre en mai. Donc on va faire un festival magnifique, enfin comme tous les ans, j'allais dire, mais celui-là, on va essayer d'être particulièrement attentif. Le parrain de cette 30e édition, je vais vous dire que 2 choses sur cette 30e édition. Je vais dévoiler l'identité du parrain, c'est Stéphane Braunschweig. Stéphane Braunschweig, qui est né théâtralement à Dijon et à Théâtre en mai, il y a 30 ans, donc, puisqu'il était présent dans les premières éditions du festival. C'est un artiste majeur de la scène française et européenne. Il est actuellement directeur du Théâtre de l'Odéon. J'ajoute que c'est aussi quelqu'un à qui je dois beaucoup, puisque c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé et accompagné, et qui est très généreux justement dans l'accompagnement des jeunes générations. Beaucoup des jeunes gens qu'on a programmés dans Théâtre en mai, qui sont présents dans notre saison, ont aussi été ses élèves, ses assistants, enfin voilà. Donc on trouvait ça bien pour cette 30e édition de lui proposer d'être le parrain. Il va venir avec sa dernière création. Il monte cette saison l'École des femmes de Molière. Voilà. Et puis dans cette 30e édition, on aura aussi la chance d'accueillir la nouvelle création de Maëlle Poésie qui va se répéter ici à Dijon. Elle va travailler d'après l'Énéide de Virgile. L'Énéide de Virgile, pour faire très vite, c'est la même chose que l'Odyssée d'Homère, mais du côté des Latins. C'est-à-dire c'est l'histoire de la fondation de Rome, en fait, d'une certaine façon. Et c'est aussi un voyage. Et je crois qu'elle avait très envie de raconter des histoires de voyage, de déplacement. J'en dis pas plus, on aura l'occasion d'en reparler au moment de l'ouverture du festival. Voilà, merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée.